Merci beaucoup, Pierre. Et c'est vrai que tu indiquais l'impérieuse nécessité de rompre avec la domination de la Banque Centrale Européenne et de recouvrer de la souveraineté, alors monétaire, mais de la souveraineté tout court. C'est pourquoi entendre Frédéric Lordon va être, à mon avis, très stimulant. D'autant que je considère pour ma part que, et je tiens à remercier tout particulièrement Frédéric d'être avec nous aujourd'hui, parce que je considère pour ma part que Pierre Bourdieu disait qu'il faut rompre, bien sûr, vieille leçon sociologique avec les sens communs, pas simplement le sens commun libéral, mais aussi le sens commun militant, classique, les recettes attendues, Bien. Je crois que sous ce rapport, depuis la disparition de Bourdieu, l'œuvre de Frédéric Lordon est tout à fait stimulante. Oh, c'est vraiment gentil, mais... Non, c'est vrai. Non, mais il faut pas... Et j'invite aussi tout le monde à lire son dernier opus, hein, Imperium, qui vient de sortir, parce que j'y suis et j'y reste. Bon, il faut pas me remercier par avance. Je vais faire le convive désagréable. Vous savez, il en faut un dans toutes les réunions familiales. Alors, 15 minutes, hein, c'est ça, c'est la règle, n'est-ce pas? Et c'est tellement court, alors qu'il y a tellement à dire. Il y aura forcément des angles morts, hein, mais on aura la discussion après. Alors, c'est tellement court... C'est tellement court, à plus forte raison, dans la position minoritaire qui est la mienne ici. La Fondation Copernic, que je remercie pour son invitation, tient avec une grande constance une position qu'on peut appeler de manière tout à fait neutre et non péjorative, alter-européiste. J'entends par là le projet qu'un autre euro soit possible. Et rien qu'à cette table, je suis seul de mon engeance. Je veux dire à ne pas y croire. J'en profite au passage, puisque l'occasion m'est donnée et qu'elle ne se reproduira probablement pas de sitôt. J'en profite pour dire à Pierre Laurent qu'il m'en excuse, que quand même, quand on en est à devoir s'y reprendre à 2 fois pour se convaincre de ne pas voter au Parlement français l'accord assassin de l'Eurogroupe de cet été, on n'est même plus dans l'alter-européisme, on est à la limite de l'européisme tout court. C'est cette religion semblable à celle de l'étalon or dans les années 30, et à laquelle ses fidèles étaient prêts à beaucoup sacrifier, tout peut-être. Et aujourd'hui, le destin du peuple grec, mais aussi celui de la gauche, dont on se demande bien quel type d'espérance elle pourrait nourrir derrière des organisations qui sont à un cheveu de ratifier des accords pareils. Alors, cette question de l'euro aura été le tourment de la gauche, il faut le regarder bien en face, à l'exacte image de l'enlisement et puis de la disparition de Tsipras. C'est que la fin de l'austérité et le maintien dans l'euro faisaient une combinaison qui n'appartient qu'au monde des rêves. On se pince qu'il ait fallu 6 mois pour faire l'acquisition dans la douleur d'une évidence que l'analyse permettait de dégager dès le tout premier jour. Et l'on se pince également que pendant tout ce temps, en fait toutes ces années, la gauche ait ainsi abandonné à l'extrême droite le thème de la sortie de l'euro, triple faute politique à mes yeux, si l'on considère, premièrement, que la gauche s'est privée là d'une différence politique extrêmement forte et identifiable, stratégique même, dans une période dont la pathologie politique majeure est précisément l'indifférenciation. Si l'on considère, deuxièmement, qu'il était parfaitement possible de réélaborer en totalité la sortie de l'euro dans les coordonnées intellectuelles de la gauche, c'est-à-dire au plus loin de toutes les pollutions nationalistes extrême droitières. Si l'on considère enfin, mais ça c'est la cerise pourrie sur le gâteau foiré, que le FN, je le dis et je le répète, ne ferait pas l'euro, et qu'il en abandonnera peut-être le projet avant qu'il soit longtemps. Bref, un thème puissant, abandonné sans combattre, dans les pattes d'un parti qui l'aura salopé, et qui pour finir n'en fera rien lui-même, j'ai l'impression que la gauche alter aura réinventé la triple peine. En tout cas, l'euro aura été un symptôme pour elle, et parfois même jusqu'à l'aberration. Ainsi, on aura entendu certains de ces économistes, et notamment au PC, se mettre à dire des choses tout à fait étonnantes, qui, lues à l'aveugle, ressemblent à des discours d'experts du FMI. À sortir de l'euro, la dévaluation appauvrira la population, la dette sera alourdie, la spéculation attaquera la monnaie nationale. Bon, allons-y méthodiquement. La dévaluation. Lorsque l'Islande, économie notoirement ouverte et sans base industrielle, voit la couronne dévaluée de plus de 60%, l'inflation la première année est de 9%, 5% la deuxième, retour à 2% en 4 ans. Qu'une dévaluation engendre d'abord de l'inflation importée et même un déséquilibre de la balance courante. Tout le monde sait ça. Mais tout le monde sait également qu'à horizon de 18-24 mois, la surréaction du change s'ajuste, l'inflation se stabilise,
la stimulation des exportations l'emporte sur le renchérissement des importations, le solde courant s'améliore et la croissance repart. Il faudra donc que ces économistes m'expliquent comment ils sont passés de nos combats communs contre la politique du franc fort, rappelez-vous, à la négation radicale dans les années 2010 de la théorie de la dévaluation, sur laquelle ils s'appuyaient dans les années 90. Négation à géométrie variable, d'ailleurs, ça aussi il faudra qu'on me l'explique, puisque promettre la dévaluation de la monnaie nationale à toutes les calamités ne les empêche pas par ailleurs, et là à raison, de réclamer que la BCE laisse l'euro filer contre le dollar ou le yuan. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme disait déjà Pascal il y a quelques siècles. Eh bien nous y sommes. À ceci près qu'il suffit de remplacer les Pyrénées par les frontières de l'eurozone. La dévaluation marche à l'extérieur et tout d'un coup à l'intérieur elle ne marche plus. Allez savoir. La dette sera alourdie et la spéculation attaquera la monnaie. Ah mais là il est bien certain que si c'est pour continuer à se soumettre aux créanciers internationaux et aux marchés financiers, on peut rester chez soi. Ça n'est pas la peine de s'enquiquiner avec tout ce fourbi de la sortie de l'euro. Mais en réalité, ce qui est étonnant, c'est de ne pas saisir que dans la sortie de l'euro, il n'y va que très secondairement de la possibilité de dévaluer. Économiquement parlant, l'enjeu principal est d'une toute autre nature. Il est de reconfigurer entièrement les contraintes de la politique économique et les principes de son modèle, à savoir, premièrement, réviser complètement les modalités du financement des déficits publics, avec pour objectif de réduire autant que possible la dépendance aux investisseurs internationaux. Deuxièmement, retirer l'économie française de la mondialisation financière et du cirque des marchés de capitaux, ce qui signifie non pas s'en couper totalement, mais n'en conserver que des accès tout à fait réduits et sélectifs. Enfin, troisièmement, dans ces conditions, se donner la possibilité d'envoyer paître les créanciers internationaux sous la forme d'un moratoire unilatéral, par exemple sous une clause de retour à bonne fortune, c'est-à-dire une clause de retour à un taux d'emploi satisfaisant. Et tant qu'il y a chômage de masse, la dette doit être considérée comme une question secondaire. Mais la force du néolibéralisme, c'est qu'il gagne dans les têtes. Il a gagné dans les têtes quand même des esprits de gauche se soumettent sans plus s'en rendre compte à des énoncés comme « maintenant que le capitalisme s'est globalisé », comme si la globalisation avait été de tout temps là ou qu'elle était tombée du ciel, ou bien « nous devons compter avec la réaction des marchés financiers », comme si les marchés financiers étaient irréversiblement inscrits dans notre paysage. C'est-à-dire, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est des échantillons d'Alain Minc qui nous faisaient bien rire il y a 15 ans et que nous devrions prendre au sérieux maintenant. Mais c'est ça qui n'est pas sérieux. En réalité, cependant, cette affaire de l'euro est bien moins économique qu'elle n'est politique. Elle a fondamentalement à voir avec la souveraineté qui ici s'assimile en tout point à la démocratie, c'est-à-dire à la possibilité permanente pour une collectivité politique de décider, fût-ce au travers de toutes les imperfections de la représentation, de décider de toutes ses politiques publiques et notamment de sa politique économique. Mais que reste-t-il de cette possibilité qui est le fondement même de la politique à l'époque moderne ? Lorsque tout a été écrit et sanctuarisé dans des traités quasi constitutionnels, que reste-t-il de la discussion politique quand il n'est plus possible de discuter de rien de sérieux ? Alors modifions les traités, exigeons un euro démocratique, créons un parlement de l'euro, répondent certains. Voilà de bien belles idées assurément, mais encore faudrait-il ne pas les laisser au seul registre du wishful thinking et en analyser les conditions de possibilité. Et pour ce faire, avoir le désir de penser la constitution réelle des communautés politiques, c'est-à-dire les rapports objectifs de compatibilité qui existent ou non entre les entités qu'on se propose de faire tenir ensemble, la possibilité de dépasser ou d'accommoder celle des incompatibilités qui existent, ou bien l'impossibilité à terme raisonnable de les réduire. Penser toutes ces conditions donc, c'est-à-dire ne pas les tenir pour des évidences, dont rien a priori ne garantit la satisfaction. Il y a même quelques solides raisons d'être un peu pessimiste, et l'une en particulier qui tient à l'Allemagne. Alors là, l'Allemagne, c'est l'autre lieu de grand affolement intellectuel. L'Allemagne dont il ne faut rien soulever, car c'est germanophobe. Dans la décidément longue série des inconséquences intellectuelles, il faudra qu'on m'explique aussi pourquoi certains n'ayant aucun problème, par exemple, à évoquer en toute bonne conscience le rapport trouble de la société américaine aux armes à feu sans se sentir du tout américanophobes, tiennent pour germanophobes d'interroger le rapport particulier de la société allemande à la monnaie. Une particularité qui a été analysée de très longue date par une économie politique hétérodoxe absolument insoupçonnable. Sauf dans l'esprit de quelques lecteurs trop inquiets, il y a aussi les mal intentionnés. Il est très possible d'analyser l'idiosyncrasie monétaire allemande sans le moins du monde tomber dans l'essentialisme ou quelque germanophobie que ce soit.
Exactement de la même manière que symétriquement, les Allemands ne tomberaient dans aucune francophobie si la France avait eu le projet, par exemple, d'imposer à toute l'Europe, que sais-je, la laïcité ou l'État social, sa propre vision à elle. Et les Allemands viendraient à s'interroger sur le rapport spécial, en effet particulier, de la société française à la laïcité et à l'État social. Mais comme il est impossible de présenter ici cette analyse de l'idiosyncrasie monétaire allemande et de tous ces codicilles dont j'essaye en général de la sortir, je la ramène directement aux deux questions, mais absolument stratégiques, qui s'en déduisent au moment d'envisager un Parlement de l'euro ou quelque euro démocratique. Premièrement, l'Allemagne accepterait-elle que soient sortis des traités et rendus à la délibération parlementaire ordinaire des questions comme le statut de la Banque centrale, la nature de ses missions, la possibilité du financement monétaire des déficits, le niveau des déficits, le niveau des dettes, la possibilité de les annuler, ou le régime de la circulation des capitaux. Et deuxièmement, l'Allemagne accepterait-elle d'être mise en minorité, car telle est la loi de la démocratie, sur l'une ou l'autre de ces dispositions? Eh bien, l'impossibilité de répondre oui, avec un très haut degré de certitude à ces deux questions, condamne tout projet d'euro démocratique ou de parlement de l'euro à n'être qu'un rêve de singe, une illusion supplémentaire, et pour finir, le meilleur moyen de perdre encore 5 ou 10 ans pour des nèfles. Or, pour des raisons qui tiennent précisément à l'idiosyncrasie allemande, laquelle est disputée à l'intérieur de l'Allemagne, je le sais bien, laquelle passera, comme toute chose dans l'histoire, mais qui pour l'heure est là, et qui y est pour encore un moment. La réponse à ces deux questions aujourd'hui ne peut pas être oui. Il ne faut pas douter, et les événements de cet été en donnent quand même l'intuition, que si se formait à l'intérieur de l'eurozone une coalition sérieuse, portant avec quelques chances de succès un projet de démocratisation réelle de l'euro, c'est l'Allemagne qui partirait, peut-être pas seule d'ailleurs. En tout cas, le projet de l'euro échouerait au moment même de réussir. Le blocage de l'euro et son impossible démocratisation ne sont donc pas une affaire de poids ou de taille, comme on l'a entendu à propos de la Grèce. La Grèce n'a pas principalement échoué parce qu'elle ne faisait que 2% du PIB européen, là où, par exemple, la France, l'Italie et l'Espagne combinées auraient pu y arriver. Ce que ne veut pas voir le mantra du rapport de force européen à construire, qui deviendra bientôt une scie, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force possible contre un partenaire qui a le sentiment de jouer des principes vitaux et qui raisonnera en termes violemment binaires, avec mes principes et moi, ou sans aucun des deux. Alors, je n'ai jamais dit que cette situation-là était appelée à vouer éternellement. Mais elle est là et pour encore un temps indéfini. Or, la politique réelle est celle qui se pose la question du temps. La question de ce qu'il est raisonnable de demander au peuple comme effort de patience. Rappelons tout de même que ça fait maintenant 15 ans que les populations européennes souffrent la camisole de l'euro, dont 5 de maltraitance extrême. Ça commence à faire beaucoup. La question est donc, combien de temps encore ? Et visiblement, la réponse n'est toujours pas claire. Dans l'intervalle, on va donc pouvoir continuer à psalmodier longtemps le rapport de force européen, et plus encore, si l'on n'est pas décidé à y ajouter quoi que ce soit de sérieux qui puisse lui donner consistance. Le seul élément qui le pouvait, dans le cas grec, c'était la menace crédible de sortir. Comme de juste, c'est celui qui a été exclu dès le départ et par principe. Et il s'en est suivi ce qui était immanquablement voué à se produire. La défaite, et même pire, l'humiliation. Un gouvernement de gauche radicale, élu sur une promesse anti-mémorandaire, se retrouve administrateur du pire des mémorandats. C'est un magnifique résultat. Un splendide exemple porteur d'espoir et puissamment mobilisateur pour les gauches européennes. Il n'y a qu'à voir dans quel état est la gauche grecque. Par une sorte de paradoxe de l'échec, cependant, mobilisateur, finalement, il pourrait l'être, s'il parvenait à décider ces gauches et à leur suggérer quelques révisions stratégiques, dont les principes pourraient être les suivants. Premièrement, hélas, il n'y aura pas d'euro démocratique à moyen terme avec l'Allemagne, car, et c'est là sa différence spécifique d'avec tous les autres pays, qui sont pour l'heure tous néolibéraux, je le sais, ça ne m'a pas échappé non plus. Mais pour l'Allemagne, la monnaie n'est pas une question qu'on puisse laisser à la politique ordinaire. Par conséquent, deuxièmement, il faut prendre son parti que toute transformation démocratique réelle de l'euro brisera l'eurozone. Si la question de l'intégrité de la zone ne se pose plus dans ces conditions, alors troisièmement, il faut monter à l'affrontement avec la seule arme qui reste à notre disposition. Cette arme, c'est la désobéissance, assortie de la résolution de sortir si rien de sérieux n'est obtenu rapidement. Et ça sera vite vu. Quatrièmement,
Ce mouvement de sortie, c'est le pays en position de le faire qui le fera, et sans attendre les autres. La survenue d'un gouvernement de gauche est un événement si rare qu'attendre qu'il y en ait 7 ou 8 ensemble est une hypothèse délirante. Et bien sûr, le passeport pour l'inaction ou pour le tabassage, comme l'a expérimenté le gouvernement Syriza. Enfin, cinquièmement, il s'ensuit qu'il faut renoncer aux schémas les plus naïfs de l'internationalisme. La rébellion monétaire simultanée, magnifiquement coordonnée par des gouvernements de gauche dans toute l'Europe, ceci n'aura pas lieu. Ici, l'internationalisme bien compris, c'est d'approfondir autant que nous le pouvons tous les liens politiques, intellectuels, organisationnels entre toutes les gauches européennes, mais pour laisser y aller celle d'entre elles qui sera en position de le faire, et l'aider du dehors autant que nous pourrons, c'est-à-dire sans doute pas beaucoup, simplement en nous hâtant de la rejoindre. Mais la vraie révision de l'internationalisme est sans doute encore d'un autre ordre. Elle est de le désintoxiquer de son économicisme. Je disais tout à l'heure que le néolibéralisme a gagné dans les têtes. Cette victoire est si complète qu'elle a conduit des secteurs entiers de la gauche à ne plus juger du degré d'internationalisme que par l'intégration monétaire et la circulation des capitaux. C'est un désastre intellectuel, doublé d'un désastre politique. Ah mon Dieu, nous ne sommes pas internationalistes si nous envisageons d'instaurer un contrôle des capitaux, ou de mettre une barrière tarifaire, ou si nous préférons une monnaie progressiste nationale à une monnaie du capital, mais européenne. J'ai bien peur que si vraiment ce sont là ses seules obsessions et ses seuls critères, l'internationalisme soit mal barré. Qu'un autre euro soit possible, vous avez compris que je n'y crois pas beaucoup. Mais qu'un autre internationalisme soit possible, ça pourrait être une piste à explorer en urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Et c'est vrai que il faut débattre et qu'aucune question ne doit être taboue, et certainement pas celle que tout soulève.